6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Une note d'espoir ce matin. Une note d'espoir sur un sujet terrible qui percute la société depuis quelques années déjà, l'inceste et ses 5 500 000 victimes dont les témoignages ont progressivement percé le silence. Des survivants, comme ils se nomment eux-mêmes. Mais survivre, est-ce suffisant? Ne peut-on pas revivre? C'est l'objectif des thérapies que vous mettez en œuvre, Coraline Ingret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de psychiatrie, responsable du Centre du psychotraumatisme de Lorraine Sud à Nancy, autrice avec Wissam El Hadj de l'ouvrage Le trauma, comment s'en sortir, paru aux éditions de Beuc Supérieur en 2020. Pouvez-vous pour commencer nous expliquer la manière dont l'inceste se traduit psychiquement? Quelles sont ses conséquences sur le développement de l'enfant et sur sa vie d'adulte? Oui, alors effectivement, l'inceste va avoir des conséquences, va avoir déjà des conséquences cérébrales. Tous les traumas ont des conséquences cérébrales et d'autant plus sur un cerveau en cours de développement. Et donc, il va y avoir des symptômes en lien avec ces modifications d'activation, de connectivité cérébrale. Des symptômes classiques du trouble de stress post-traumatique tout d'abord. Quels sont-ils? Des intrusions, c'est-à-dire le souvenir qui revient sous forme de cauchemar, sous forme de flash, de reviviscence. Ça, c'est l'image un petit peu que le grand public a du syndrome de stress post-traumatique, mais cela va bien au-delà. Il y a aussi une hypervigilance. Je suis en permanence en alerte. Je n'ai confiance en personne. Je me méfie. Il y a le syndrome d'évitement. Je me retrouve de plus en plus à éviter mon agresseur, à éviter des lieux, mais cela se diffuse et se propage. Évidemment, dans le cas de l'inceste, il va y avoir des grandes difficultés avec un évitement de la sexualité la plupart du temps. Et puis, on va retrouver des modifications de l'humeur, des cognitions, c'est-à-dire très souvent de la dévalorisation, de la honte, de la culpabilité. Ça, c'est les symptômes les plus classiques du trouble de stress post-traumatique. Mais il y a aussi des symptômes, qu'on parle de trouble de stress post-traumatique complexes, qui sont des symptômes plus caméléons, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, des scarifications, des automutilations, des troubles de l'humeur, que l'on retrouve aussi dans les tableaux post-inceste. Et il y a aussi des éléments sur la santé physique. On a des patients qui vont développer des paralysies, des crises qui ressemblent à de l'épilepsie, des douleurs chroniques, et tout ça sont des symptômes post-traumatiques. On observe aussi bien souvent des cas d'amnésie qui ne contredisent pas ces symptômes, au contraire. Exactement, Marguerite. L'amnésie dissociative, dite traumatique, est une marque, finalement, de ce vécu traumatique. La dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, à un moment, de s'extraire de l'ici et maintenant pour survivre. Et quand on traverse l'horreur, et en particulier quand on n'est pas entendu, pas protégé, pour survivre, la personne n'a pas d'autre choix que de se déconnecter de ses souvenirs. Ce n'est pas vraiment un oubli, c'est plus que le souvenir n'est plus accessible, comme dans un coffre-fort, et va réapparaître par petites brides, par petites images, et cette amnésie signe réellement aussi ces vécus traumatiques. Et votre message, Coraline Ingret, c'est que cette souffrance, la souffrance n'est pas une fatalité, on peut guérir de l'inceste? Oui, on peut réellement se reconstruire, on peut se soigner. Bien évidemment, c'est une blessure intense, avec très souvent une destruction très importante, très douloureuse, mais on peut se soigner au sens de apaiser et avoir une cicatrice que l'on peut regarder sans être activé émotionnellement, et c'est tout le principe des thérapies. Venons-en aux soins, à ces thérapies. La première dont je voudrais que vous nous parliez, c'est l'EMDR, alors un sigle anglais qu'on peut traduire par désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, c'est une des thérapies les plus validées scientifiquement à l'heure actuelle dans les traitements des troubles de stress post-traumatique. Le principe repose sur des stimulations bilatérales. La plupart du temps, un mouvement oculaire qui fait bouger les yeux de droite à gauche, mais ça peut être des sonorités dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche ou des tapotements. Ces stimulations bilatérales, on a plusieurs hypothèses sur les mécanismes d'action, mais globalement, ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est que ça vient permettre au cerveau cognitif qui traite l'information et à la partie plus émotionnelle de survie du cerveau de se reconnecter ensemble. Plus je vais faire ces stimulations, plus je vais permettre à ce souvenir très enclavé, très fort émotionnellement, à récupérer des informations cognitives, de pensée, d'extérieur et à venir s'apaiser. Et on va forcer le traitement de l'information traumatique par cette technique de MDR. L'idée, c'est de lever la barrière entre le registre des émotions et le logos, la raison,
Et du coup, concrètement, sur le moment, on demande au patient de se ressouvenir de son trauma. Exactement. Et en même temps, on lui fait travailler les zones informatives et cognitives du cerveau par les petites stimulations. C'est ça, ce qui amène aussi une tâche en double attention, et puis on vient aussi le réexposer à ce souvenir traumatique. Voilà, donc aussi extravagant, pardon, mais que ça puisse paraître pour des néophytes, depuis que cette théorie a émergé dans les années 80, on est capable d'en mesurer l'efficacité. Je renvoie les auditeurs sceptiques à la synthèse réalisée par l'INSERM. On mettra le lien sur la page de l'émission. D'autres thérapies existent, des thérapies cognitives et comportementales. Elles peuvent être pratiquées aussi. Est-ce qu'il est nécessaire à chaque fois de faire revivre au patient le calvaire de ses agressions ? On ne peut pas faire l'économie de la remémoration. Alors actuellement, en effet, s'exposer à son souvenir traumatique est l'un des fondamentaux des thérapies du trauma. Et c'est ce qui est validé actuellement scientifiquement. Mais il y a beaucoup de pistes de recherche différentes qui ouvrent de l'espoir. Il faut concevoir cette exposition un petit peu comme la métaphore d'un film d'horreur. L'horreur, ils l'ont vécu au moment des événements. Et donc, repenser à l'horreur, c'est déjà différent de le vivre. Et comme un film d'horreur, quand vous le voyez pour la première fois, c'est extrêmement compliqué émotionnellement. Mais si vous imaginez avoir réentendu, avoir relu votre scénario traumatique à la 15e, la 20e, la 50e fois, évidemment qu'il y a une désensibilisation, qu'au fur et à mesure, vous êtes beaucoup moins activé émotionnellement. Et c'est ça, effectivement, le principe des thérapies cognitivo-comportementales d'exposition. Il y a aussi des soins dispensés au corps qui est autant traumatisé que l'esprit, mais pour en rester aux psychothérapies, fondamentalement, ce que je comprends, c'est qu'elle vise à réintégrer l'information de l'agression sexuelle et de la trahison d'un proche, parce que l'inceste, c'est vraiment ces deux aspects en même temps, les réintégrer dans le cours biographique de la personne, les intégrer à la conscience. On peut le dire comme ça. C'est exactement ça. Hein. Vraiment, un trauma, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement du passé qui vient pourrir, perturber, faire souffrir dans le présent et qui vient boucher l'avenir et qui vient réapparaître dans le présent de manière involontaire à travers tous les symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc l'idée par ces thérapies va pouvoir être de le mettre dans sa mémoire comme un événement autobiographique. Et le plus dur dans l'inceste, vous l'avez vraiment souligné Marguerite, c'est cette dimension de trahison. La personne qui doit prendre soin de moi et qui au contraire, me fait du mal, avec vraiment dans les cibles psychothérapeutiques, parce que c'est de ça dont on parle, on ne va pas uniquement traiter les faits, on va aussi traiter la personne qui aurait dû me protéger et qui m'a pas cru, qui a minimisé, et le poids du silence est souvent extrêmement important et très traumatisant. On parle de surtraumatisme ou traumatisme relationnel. Merci beaucoup Coraline Ingret. Je rappelle que vous êtes professeure de psychiatrie, responsable du Centre du psychotraumatisme de Nancy. Merci. Merci.